Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir à cette formation qui a comme titre le codage démystifié. Et puis, je veux souhaiter aussi la bienvenue à Marilyn, notre formatrice. Avant de lui céder le micro, quelques petites annonces. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. En plus, on vous demande, durant la formation, de mettre votre micro en sourdine et d'utiliser la boîte de clavardage pour vos questions ou vos commentaires. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui finance cette activité de développement professionnel aujourd'hui. Alors, voilà, c'était l'intro. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation et je passe maintenant la parole à Marilyn. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Louis. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici. Bienvenue à la formation, comme Louis le mentionnait, le codage démystifié et surtout les premiers pas dans l'enseignement du codage. Voilà, donc on va commencer. Bien, avant de commencer, c'est ça, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation, à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de partager cette terre avec vous aujourd'hui, puis d'apprendre ensemble dans un esprit de réconciliation. Voilà, donc avant de commencer, on a quelques éléments de cuisine que j'aimerais faire avec vous. Alors, tout d'abord, c'est que je vous invite à remplir la feuille de présence. Comme Louis a mentionné, ça nous permet là, de recueillir les données et les transmettre pour continuer à offrir de belles formations comme vous avez encore cet été, encore pour les prochaines années. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien dans la présentation ou encore, je vais vous la déposer là, directement là, dans la boîte de clavardage. Je vais faire un essai, voir si ça fonctionne. Voilà, c'est fait. Et en parlant de présentation, si vous souhaitez la voir, j'ai placé un code QR que vous pouvez voir en haut de la présentation, là, en haut à droite. Vous pouvez le scanner pour y avoir accès et ou encore, je l'ai déjà déposé là, dans la boîte de clavardage. Dans la boîte de clavardage, c'est ça. Donc, peut-être juste me dire si vous l'avez reçu, me faire un petit thumbs up aussi. Donc, on va utiliser beaucoup la boîte de clavardage. Je vais vous poser des questions, juste pour m'indiquer lorsque c'est complété, là, me faire un petit thumbs up. Comme ça, je vais pouvoir me dire, savoir là, si vous êtes de retour. Et comme Louis l'a mentionné, ça va être vraiment notre moyen de communication aujourd'hui. Oh, je vois qu'il y en a déjà qui ont fait un petit thumbs up. Super, je suis vraiment très contente. Alors, excellent. Donc, on va continuer. Alors, une image vaut 1000 mots. Là, vous voyez là, que je bouge vraiment là, ma tête à gauche et à droite. C'est que j'ai plusieurs écrans ce matin là, pour m'assurer que je peux suivre le fil des communications et tout ça. Donc, une image vaut 1000 mots, en fait, là, c'est que je vais me présenter un petit peu parce que peut-être que vous allez me dire mais qui je suis en fin de compte. Alors, bien, je m'appelle Marilyn Goulet. Je suis vraiment une passionnée par l'éducation et l'innovation pédagogique. Et je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous partager ma passion du codage avec vous. Depuis 3 ans, bien, en fait, j'enseigne au consortium Centre Jules Léger comme enseignante à l'école d'application auprès d'élèves ayant des troubles
d'apprentissage sévère. Et la semaine prochaine, parce que nous, on commence l'école la semaine prochaine, alors je vais commencer un nouveau défi sur le plan professionnel. Je vais être consultante en cécité basse vision. Et de là, de vous partager vraiment mes ressources et qu'est-ce que ma recherche action aussi a donné. Alors, par où en fait, compte, par où la passion a commencé au niveau du codage, c'est que je me suis mis à intégrer le codage dans ma salle de classe en 2017 et en fait, c'est bien avant que le nouveau programme de mathématiques de 2020 soit publié. Et dès le début, j'ai vraiment voulu innover dans ma pratique. Et même si mes idées semblaient parfois un petit peu farfelues à ma direction, j'avais soif d'apprendre, puis encore aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre. Et à ce moment-là, c'est que j'ai voulu suivre une formation d'une semaine à l'Université d'Ottawa. J'habite à Ottawa aujourd'hui. Et j'ai découvert le pseudocode, le codage par bloc, le langage textuel et aussi le langage textuel, comme je vous dis, le langage textuel comme Python et Java. Mais je vous avoue, c'est vraiment pas ma tasse de thé, le codage textuel. Alors, on va s'en tenir vraiment aux deux premiers. J'aimerais vraiment que vous regardiez la photo en bas à gauche. Vous voyez, c'est une publication qui a été faite par le CSC Mon Avenir en 2017. Mais regardez l'image, vous voyez trois élèves qui posent vraiment fièrement devant les médias. En fait, c'est qu'ils ont démontré comment coder avec les Bluebots en faisant des activités de littératie. Et ils sont assis aussi sur un tapis, en fin de compte, que j'ai créé avec mes filles à l'époque pour enseigner les graphèmes puis les phonèmes lors d'un camp de littératie. Puis, au fil des années, je me suis rendu compte que le codage, c'était motivant pour les élèves, surtout ceux qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. On se pose tout le temps des questions, comment aller les chercher? Bien, avec le codage, écoutez, c'est vraiment magnifique. Ça crée une magie en salle de classe, du moins c'est ce que j'ai observé au fil des années, de la maternelle jusqu'à la 8e année. Et aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous présenter ma recherche-action que j'ai réalisée ce printemps, où j'ai accompagné 2 enseignantes dans le cadre de ma QA en spécialiste en mathématiques. Et je vais vous partager les ressources que j'ai créées là, pour elles. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'ai beaucoup de contenu. Oui, Eric, parfait. Je te remercie. Super, merci Nicolas. On y va. Alors, les résultats d'apprentissage aujourd'hui, bien, j'aimerais ça que vous développiez votre confiance pour l'enseignement du codage à partir de qu'est-ce que je vais vous partager. Comprendre c'est quoi un pseudocode, les événements de codage de la première à la 3e année. On parle de séquentiel, simultané, répétitif. Je vais vous les montrer tantôt. Et aussi merci, rendre l'apprentissage plus interactif, aussi stimulant grâce aux ressources et aux activités pratiques que j'ai créées et que j'ai fournies dans la recherche-action. Alors ça, c'est les 3 résultats d'apprentissage que j'aimerais qu'on puisse atteindre aujourd'hui. Le contexte de la recherche-action, en fait, c'est qu'elle a été menée vraiment dans le but de développer des habiletés. On va les voir tantôt, les connaissances, on va les voir aussi, qui sont nécessaires pour enseigner le codage, en fin de compte, surtout chez les enseignants. Puis mon objectif principal, c'est que je me suis rendu compte au fil des années, sûrement là, que vous vous rendez compte que c'est peut-être difficile de trouver des documents d'apprentissage pour donner aux élèves. Mon but, c'était vraiment de les outiller pour qu'elles puissent enseigner le codage de manière efficace, mais aussi en toute confiance, tout en adaptant leurs stratégies d'enseignement aux besoins variés de leurs élèves dans leur classe. Alors, tout d'abord, il y avait Solange. Donc, Solange, c'est une enseignante à l'école Sainte-Marie à Providence. Puis, elle est enseignante d'une classe multiple de la 2e à la 3e année. Et quelques temps après, Daniela s'est jointe à nous. Elle est enseignante à l'Académie de la Moraine à Viamonde, enseignante elle aussi d'une classe multiple de la 4e et 5e année. Et la dernière personne du trio, bien, c'est moi, tout simplement. Alors, si on continue, les besoins et la théorie d'action, en fait, on a observé après plusieurs discussions, partages, tant chez les élèves que chez les enseignants. Peut-être que vous allez me dire, peut-être vous pouvez m'écrire qu'est-ce que vous en pensez là, de qu'est-ce que je vais vous dire au niveau des besoins.
C'est que l'apprentissage des habiletés en codage, comme écrire, lire, je ne sais pas si vous êtes en mesure là, de pouvoir écrire et lire des codes pour actuellement, mais ça diffère d'un élève à l'autre et surtout d'une année à l'autre. Puis, pour venir appuyer les élèves dans leur apprentissage, bien, c'est important que nous, les enseignants, bien, on les apprenne ces habilités-là, puis qu'on puisse atteindre les critères d'apprentissage aussi en codage à leur niveau d'études. Et pour surmonter ces défis, en fait, c'est la théorie d'action, c'est que Michelle Poirier-Patry, sûrement que vous devez connaître, que vous avez déjà entendu, elle était mon professeure et en discutant avec elle, c'est que nous avons conclu une théorie d'action, en fait, qui proposait d'accompagner l'enseignant. C'était tout nouveau là, dans la QA de spécialistes en mathématiques pour développer les connaissances en codage. Puis, je me suis dit, bien, mon objectif en partie, comme je vous ai mentionné, c'était vraiment d'accompagner l'enseignant. Puis de cette façon-là, c'est que les élèves, c'est qu'ils vont acquérir eux autres aussi des connaissances en codage parce que nous, en tant qu'enseignantes, on les a acquis, on les connaît. Alors à ce moment-là, on va pouvoir transmettre ces connaissances-là à nos élèves. Alors, tout d'abord, pour débuter ma recherche action, bien, pour moi, c'était super important de savoir, mais c'était quoi leur niveau de confort? Puis c'est qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qu'ils recherchaient aussi, là? Tu sais, c'est bien beau de dire, bien, il faut les aider, il faut donner les outils, faut qu'ils connaissent les habilités, il faut qu'ils connaissent, tu sais, faut qu'ils aient des connaissances en codage, mais moi, je voulais savoir de où qu'ils partaient ces enseignantes-là. Alors, pour cela, euh, je vais. On a préparé une vidéo. En fait, j'ai fait une entrevue avec mon enseignante, avec Solange. Je vais vous partager dans la boîte de clavardage la vidéo. Soyez indulgents là, vraiment avec moi. Là, je suis avec mes compétences de réalisatrice. On avait une contrainte parce qu'elle, elle habitait à Providence, puis moi, j'habite ici à Ottawa. Mais je vous avoue, là, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie. Alors, elle va vous partager son expérience en matière de codage et aussi, elle va vous parler de son confort initial, ses stratégies pédagogiques qu'elle recherchait. Alors, je vous partage la vidéo. Elle dure environ une cinquantaine de secondes. C'est pas tellement long. Juste me dire lorsque vous allez revenir. Voilà, c'est déposé, que vous l'avez, que ça va. Oui, parfait, merci. Merci, Louis. Donc, ça dure une minute. Donc, juste me faire un petit pouce en l'air lorsque vous êtes de retour. Prenez le temps de la regarder. Parfait, merci, Laure. Et vous pouvez me dire là, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, Stanislas. Est-ce que vous avez accès à la vidéo? Oui, parfait. Excellent. Florine, oui, oui, excellent. Est-ce que vous l'avez écouté? Parfait. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Écoutez, merci Cathy, merci Eric. Excellent, parfait. Alors, maintenant, j'aimerais ça vraiment que vous preniez quelques minutes, vous aussi, pour réfléchir où vous en êtes rendu dans votre niveau de confort en codage. Puis ça va vraiment me permettre aussi de savoir, ben, apprendre à vous connaître, hein. Et je vais voilà, juste ici. Donc, vous pouvez scanner le code QR que vous avez. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Donc, utilisez votre téléphone. Euh, ou encore, je vais vous placer là, vraiment le lien dans la boîte de clavardage pour ceux et celles qui préfèrent ceci. Voilà, quel est votre niveau de confort. Et moi, je vais aller voir. On se donne comme 2 minutes environ.
Alors, je vois vraiment qu'il y en a qui sont en train de compléter. Merci de votre participation, j'apprécie. C'est le fun de cette façon-là parce que je peux voir que vous êtes en action. Excellent. Donc, je vois qu'il y en a qui sont très confortables. Plusieurs sont pas confortables, peu confortables. Excellent. En tout cas, j'espère que ceux qui sont très confortables, vous allez ressortir après la formation avec beaucoup d'informations que vous allez pouvoir utiliser. Alors, écoutez, je vais vous partager les données. Continuez. Là, moi, je vais le mettre dans la boîte de clavardage pour que vous puissiez vraiment avoir, c'est une capture d'écran, hein. Pour que vous puissiez avoir l'information. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous l'avez? Je n'arrive pas à ouvrir le lien. Vous n'êtes pas capable d'ouvrir le lien, je vais aller vérifier. OK, moi, ça fonctionne de mon côté. Je n'arrive pas. Oui. Moi, ça fonctionne de mon côté. On voit bien la capture d'écran. Excellent, super. Alors, vous voyez là, le niveau de confort, là, on voit que 5 personnes ne sont pas confortables. Il y en a 12 qui sont peu confortables. Il y en a qui sont assez confortables, assez très confortables. Excellent. Excellent. Donc, ça me donne une idée là, de où qu'on peut aller. Alors, je vais vous présenter en fait les résultats de ma recherche action. Vous allez voir, vous allez vous retrouver aussi. C'est que vous voyez, c'est les données de résultats. Prenez le temps de regarder les images. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez écrire, essayez de copier-coller dans le navigateur. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez faire un copier-coller du lien dans le navigateur. Excellent. Donc, écrivez-moi, qu'est-ce que vous remarquez avec les deux images que vous voyez ici, celle de droite et celle de gauche? On est passé de inconfortable à confortable. Excellent, Rachel. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu vraiment une nette amélioration de leur confort en codage, c'est qui démontre vraiment un impact positif. Vous pouvez écrire dans la boîte avec de l'accompagnement, on prend confiance. Oui, tout à fait, Cathy. Tu as raison. Donc, vous voyez dans l'image 1, le niveau de confort des enseignants, là, il était vraiment niveau 2. Et aussi, Solange, dans la vidéo, elle vous a parlé qu'elle était aussi un, hein, donc elle n'était pas confortable du tout. Et si on prend l'image 2 puis on la compare, on voit vraiment une amélioration significative de leur confiance et de leur connaissance après 7 semaines d'accompagnement. Et tout ça, c'est qu'il a été, ça a été documenté à travers des évaluations formatives et sommatives auprès des élèves. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Augmentation chez les enseignants, augmentation de la confiance, une capacité de lire, écrire, modifier, prédire les résultats puis déboguer les erreurs. C'est qu'on a observé chez les élèves une meilleure compréhension et application des concepts en codage séquentiel, comme je vous ai mentionné tantôt, simultané, répétitif, la boucle. Le développement des compétences en résolution de problèmes. Solange, elle a vraiment utilisé beaucoup la résolution de problèmes pour enseigner le codage. Elle va vous l'expliquer dans la deuxième entrevue à travers différentes activités de débogage, de prédiction, de résultats aussi. Par la suite, au niveau des stratégies pédagogiques qu'on a utilisées, en fait, c'est que j'ai élaboré un document de processus de codage que vous pouvez voir à votre droite. En fait, c'est que dans ce document-là, je vais vous le partager aussi, contient des leçons, des activités couvrant des différentes habiletés, des connaissances en codage et de la première à la troisième année. Et on va les explorer. Mon intention, là, c'est vraiment de passer à travers ce document-là et de vous expliquer comment on peut l'exploiter en salle de classe. Il y a eu un accompagnement, comme elle a dit, Cathy, hein, donc on prend de la confiance quand on est accompagné, oui. Alors, on a eu des rencontres virtuelles, on a fait des capsules d'apprentissage avec un soutien direct. Il y a eu aussi l'utilisation d'outils d'évaluation, comme vous pouvez voir là, à l'écran. Donc, j'ai créé différentes grilles d'observation. Vous en voyez une. Elle a fait des entretiens mathématiques. Il y a eu elle a essayé aussi des grilles d'observation par post-it que je vous allez voir tantôt.
Il y a eu aussi des grilles d'évaluation formative, sommative, aussi des évaluations. Ce qui a permis vraiment à Solange de recueillir différentes preuves d'apprentissage pour comprendre comment, voir aussi la progression de ses élèves. Je vous partage le lien tout de suite là, du document que je vous parle, que vous allez pouvoir regarder. Et dites-moi si vous l'avez, là, si vous avez accès, s'il vous plaît. Désolée, c'est un peu écrit gros, là, mais c'est pas parce que je suis fâchée, c'est juste dans mon fichier, c'est écrit gros comme ça. Alors, dites-moi si vous avez accès au fichier, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on va passer en travers là, de tout le document. Oui, merci. Merci beaucoup, Louis. Alors, on va continuer. Les témoignages et impact de l'accompagnement. Ici, merci Martine. Témoignages et impact. Prenez le temps d'en lire quelques-unes ici. Ça se trouve à être vraiment des commentaires durant tout le processus de Daniela et de Solange qui m'ont partagé. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel constat que vous voyez quand vous prenez le temps de lire un ou deux témoignages de l'impact? En fait, c'est que si j'en lis un, admettons, l'accompagnement m'a vraiment aidé à surmonter mes appréhensions initiales et à me sentir plus à l'aise avec les concepts de codage. Un autre, je circulais avec confiance. Ils ont hâte à la prochaine étape. En passant, j'étais très heureuse de réaliser cette nouvelle étape aujourd'hui. J'ai pu aider mes élèves sans trop être nerveuse. Merci mille fois. Alors, ces témoignages vous montrent vraiment l'importance de l'accompagnement, hein. Ça peut être l'accompagnement aussi d'un conseiller pédagogique, mais aussi plaisir d'enseigner le codage. Oui, Cathy, plutôt que de l'appréhension. Excellent. Oui, vous pouvez mettre vos commentaires, là, j'apprécie beaucoup. La progression était vraiment visible, tant dans leur confort avec le codage que dans leur efficacité pour enseigner ces compétences. Puis encore aujourd'hui, là, sachez, là, je suis vraiment très contente et très heureuse de ces deux enseignantes, de où elles sont parties et où elles sont rendues. Et convaincue qu'on peut enseigner le codage même si on est à ses débuts. Avec elle, j'ai eu 7 semaines. Ce matin, j'ai 90 minutes pour vous partager qu'est-ce qu'on a fait. Le défi est de taille, mais je suis certaine qu'on va réussir. Puis, écoutez, si vous avez des coordonnées, si vous avez mes coordonnées en début là, de la présentation, je vous ai mis mon adresse personnelle. Écrivez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous donner un coup de pouce là, sans inquiétude. Alors, la réflexion et les prochaines étapes, en fait, c'est que je me suis dit, bien, en fin de compte, ça a fonctionné. Ma recherche-action, elle a démontré son efficacité. Puis, au niveau de la collaboration et soutien, que ce soit dans votre école, même si vous n'avez pas là, de conseiller pédagogique ou autre, les rencontres régulières entre vous, entre les collègues de travail à votre école, ça aide parce que vous partagez et ça permet de surmonter les obstacles puis de vraiment de maintenir un apprentissage dynamique et inclusif. Cette année, mes élèves de 5e, 6e année ont aidé les autres classes à coder avec Microbit et Scratch Junior. Oui, c'est ça, excellent. Donc, c'est de la collaboration. C'est de cette façon-là là, qu'on peut s'entretenir, collaborer puis entretenir vraiment un apprentissage agréable. On développe la confiance. Bien, les enseignantes ont non seulement gagné en confiance, mais aussi développé des compétences solides. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour guider les élèves dans le monde du codage. Ça a eu vraiment un impact sur l'apprentissage des élèves. Et partage des résultats, bien, je me suis dit, bien, étant donné que ça a fonctionné pour ces deux enseignantes-là, mais je me suis dit, pourquoi pas en inspirer d'autres? Puis, mon souhait, c'était de participer aux instituts d'été pour partager mes résultats avec vous ce matin. Et là, vous allez me dire, bien, c'est bien beau tout ça, ces résultats-là, mais par où qu'on commence? Je ne sais pas si vous avez une idée par où qu'on peut commencer, quelles sont les ressources, quel lien que je peux faire avec le programme CAD. Bien, en fait, il y a eu une nouveauté cette année. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un guide d'enseignement efficace des mathématiques en codage?
Je vous laisse comme quelques instants pour répondre dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous saviez que ça existait, ce document-là? Personnellement, je ne le savais pas. Jusqu'à temps que je suive le cours de ma qualification, là, ma troisième partie. Bien, je vais vous le présenter. Il y en a plusieurs qui disent non. Écoutez, là, c'est vraiment une petite bible, ce document-là. C'est que en 2020, c'est qu'il y a eu le programme cadre en mathématiques. Oui, mais on ne me l'a pas présenté dans le cours de spécialiste en mathématiques, Rachel. Excellent. Bien, on va l'explorer. Je vais vous donner le lien. C'est vraiment un document de référence en codage. Donc, je vais vous donner le lien tout de suite là, parce que ça, là, c'est un document que vous devez conserver dans vos favoris. Moi, je m'y réfère là, souvent. Là. Donc, voilà. Est-ce que vous y avez accès? Non. Donc, en fait, c'est un guide qui explique vraiment très bien, puis ça décrit clairement ce que les élèves doivent apprendre à propos du codage. De la première, juste, oui, accès, good, merci. J'ai utilisé ce guide-là, en fin de compte, pour écrire le document d'accompagnement. Je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité ce matin de vous présenter des éléments importants dans ce guide-là, en fin de compte. Comme vous pouvez voir ici, là, dans la section 2, comment, vous pouvez l'ouvrir et le regarder. Vous avez juste à cliquer dans la... Qu'est-ce qui est vraiment agréable, c'est que dans les premières pages, c'est des hyperliens. Alors, vous avez juste à faire un clic, puis vous allez directement dans la section. Vous avez les pratiques à fort impact qu'on parle beaucoup dans les écoles. Vous ne savez pas c'est quoi les pratiques à fort impact? Bien, vous avez une section vraiment dédiée pour ça. Vous avez les différentes pratiques, l'enseignement explicite, tâches et expériences liées à la résolution de problèmes que nous avons utilisées beaucoup dans la recherche-action. Vous voyez, là, vous les avez ici. Et dans le document d'accompagnement, j'y fais référence aussi. Vous avez la section évaluation, bien entendu, qu'on connaît et qu'on utilise régulièrement. La triangulation, bien, Solange, elle l'a utilisé vraiment beaucoup pour recueillir des preuves d'apprentissage. Et j'aimerais attirer vraiment votre attention sur la rétroaction à la page 27. Ici, il y a la rétro-descriptive, la rétroaction par questionnement, l'évaluation par les pairs. En codage, je vous suggère vraiment d'utiliser la rétroaction. En fin de compte, c'est que Solange, c'est quelque chose qui était nouveau pour elle, puis elle se dit, ah, ben pourquoi pas, je vais l'essayer. En fin de compte, c'est un peu comme les textes d'opinion. Hein. Si vous êtes au niveau de la 4e, 5e, 6e année, ben, plus 5e, 6e, 7e, on travaille beaucoup au niveau des textes d'opinion. Hein. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on peut créer des liens avec les différentes matières comme en français. Et il y a la section 3 qui est pour moi la plus importante. Vous voyez les habiletés liées au codage à la page 33. Donc, les habiletés liées au codage, c'est lire, écrire, que je vous ai parlé tantôt. Il y a aussi progresser à travers les connaissances en codage. Vous avez ici là, tous les événements que les élèves doivent apprendre de la première à la 8e année, dont les événements séquentiels, les événements simultanés et les événements répétitifs que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vois que Marie-Michel, elle a partagé un document. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que c'est qu'elle a partagé. Oui, c'est ça, c'est que c'est un document là, des pratiques à fort impact en mathématiques. Merci beaucoup, Marie-Michel, de nous avoir partagé ce document-là. Et à l'intérieur du guide, il y a des hyperliens, donc vous avez des vidéos, et je pense que ça réfère à ce document-là que Marie-Michel vient de nous partager, effectivement. Donc, c'est super intéressant. Merci pour ce beau partage-là. Et lorsqu'on parle des habiletés et de progresser à travers les connaissances en codage, vous allez me dire à quel endroit je peux faire un lien ou le retrouver dans le programme cadre. En fait, on va aller ici. On va faire un survol de l'attente C3 et les habiletés en codage. Est-ce que ça va venir à date? Est-ce que je vais trop vite ou c'est parfait? Si vous avez des questions, dites-le moi, là, je vais y répondre. Vous connaissez sûrement ce document-là. C'est l'attente C3 du domaine de l'algèbre dans le programme cadre. Et je vais vous placer le lien directement dans la boîte de clavardage si vous ne l'avez pas. Voilà. Et je vais vous faire travailler un petit peu parce que là, j'ai besoin de prendre une petite pause.
Je vais vous demander de lire la tente, puis de regarder le contenu d'apprentissage, les contenus d'apprentissage de la première à la 8e année. Qu'est-ce que vous remarquez? Sûrement que si vous avez déjà suivi la qualification, peut-être que vous avez déjà la réponse, mais c'est pas grave. Dites-moi, quand vous regardez la tente C3 et les contenus d'apprentissage, qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez écrire dans la boîte de clavardage. Je vous laisse comme un instant. 1 minute environ. 32. Prenez une petite gorgée de café. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a remarqué? Est-ce que vous voyez quelque chose? Si on prend, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le lien que je vous ai partagé? Je vais continuer. Donc, peut-être que vous êtes déjà, oui, le lien fonctionne, merci. Attente progressive, merci Rachel. Oui. Autre chose que vous remarquez? Bien, les attentes progressives, peut-être des contenus d'apprentissage qui sont progressifs. Merci. Merci Louis. En fait, c'est que l'attente C3 est la même de la première à la 8e année. Alors, on peut la lire de cette façon-là, résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle à l'aide de concepts et d'habilités de codage. Vincent dit qu'on commence par une même idée clé. On dirait que la première attente consiste à créer et résoudre des problèmes de codage, tandis que pour la deuxième, apprendre à lire et modifier. On amène les élèves à résoudre des codes qui ne sont pas exacts. Oui, un peu ça. Oui, en fait, on parle des contenus d'apprentissage. Les contenus reviennent d'une année à l'autre et on ajoute un peu à chaque année. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Donc, les contenus d'apprentissage sont écrits de la même façon de la première année. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute des connaissances en codage à chaque année, comme Rachel l'a mentionné aussi. Puis Vincent, la même chose aussi. Et les élèves sont vraiment amenés à comprendre puis à les utiliser, à créer des codes de plus en plus efficaces. De là, l'importance de connaître bien les premières habilités en la première année, qui est les événements séquentiels. Puis on les fait cheminer d'une année à l'autre, tout simplement comme ça. Aussi, j'ai une anecdote à vous partager. En fait, c'est que vous allez me dire, bien, moi, hein, si j'enseigne, mettons, la 5e année, bien, je me dis, bien, je dois voir les instructions conditionnelles. C'est ce que je pensais. Et en fin de compte, c'est que dans ma recherche-action, Daniela bien s'est jointe à nous. Elle enseigne à une classe multiple de 4e, 5e année. Puis elle, bien, elle s'est dit, bien, moi, c'est 4e année, alors je vais enseigner les événements qui sont imbriqués. Vous voyez, là, c'est ici les événements imbriqués. Fait que là, vous savez comme moi, hein, on commence à chercher, on trouve, OK, mais quelle activité, on essaie de comprendre, on essaie de trouver du vocabulaire. Puis là, elle se met à enseigner. Elle s'est vite rendue compte, bien en fin de compte, qu'elle n'avait pas les connaissances pour enseigner et que ses élèves n'avaient pas le vocabulaire. Lors d'une de nos rencontres, mais elle s'est mise à nous expliquer ça, puis elle a dit, bien, je me sens un peu perdue, je ne sais pas par où aller, il me manque des ressources, pouvez-vous m'aider? Fait que là, à ce moment-là, en nous écoutant parler, bien, elle s'est dit, bien, je vais retourner à la base. Puis c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé de retourner avec ses 4e, 5e années à la première année. Elle a commencé à enseigner les événements séquentiels en utilisant les documents que j'avais partagés. Et là, on a senti qu'elle était beaucoup plus confortable à avancer progressivement avec ses élèves. Les défis, c'est qu'on vit que nos élèves des cycles moyens et intermédiaires n'ont pas eu la chance de travailler les concepts de base. Il est difficile de rattraper tous ces types de codes requis d'ici la fin de l'année. En fait, c'est ce que je viens de dire, c'est que Rachel, tu peux commencer avec, c'est pas parce que les élèves sont en 4e, 5e année que tu dois enseigner la 4e, 5e année. Recommence avec la première année et tu vas voir, ils vont progresser assez rapidement. Et c'est ce que Rachel, pas Rachel,
Mais c'est ce que Daniela s'est rendu compte. Daniela s'est rendu compte. Elle a commencé à la première année et elle a avancé vraiment beaucoup plus rapidement que Solange parce que ses élèves connaissaient graduellement là, vraiment du contenu et ils ont avancé. Alors, écoutez, si vous n'êtes vraiment pas certain, faites une petite évaluation diagnostique à l'aide des activités et des entretiens en petits groupes pour avoir une idée des connaissances et des habiletés. Puis dans le guide d'apprentissage que vous avez vu, que je vous ai partagé, c'est ce qu'on mentionne. C'est ce qu'on dit. On doit commencer à la base. Puis les élèves, vous allez voir, je vais vous montrer des activités, puis ils vont vraiment apprécier. Puis Rachel, moi, je t'invite vraiment de commencer à la base aussi. Alors maintenant, on a parlé beaucoup là, de l'attente, des contenus d'apprentissage, mais ici, il y a les habiletés en codage. Les habiletés en codage, en fin de compte, c'est un processus. Et il y a beaucoup d'étapes. Et c'est vraiment, ça me fait plaisir, Rachel. Il y a beaucoup d'étapes et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est arrêté, Solange et moi et Daniela. C'est que le processus, c'est lire, écrire, modifier, décrire, prédire les résultats d'un code, comme ses compétences et comment ces compétences se développent chez les élèves. OK? Et j'ai rien inventé. Dans le guide, dans la section Évaluer le codage et évaluer avec le codage à la page 21, bien, en fait, compte, c'est que c'est écrit. Là. Moi, j'ai fait un tableau et on le présente de cette façon-là. Personnellement, je trouve que la séquence me parle vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de regarder ce que j'ai projeté à l'écran et me dire pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'est-ce que ça vous fait penser, ça, quand on regarde lire, écrire, modifier, décrire? À quoi ça vous fait penser? Quel lien que vous pouvez créer là, dans votre salle de classe quand vous êtes en train d'enseigner? Là? Moi, j'ai créé un lien, puis peut-être que vous allez créer le même lien que moi. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous voulez peut-être écrire ou encore ouvrir votre micro là, si c'est trop long pour écrire, là, ça ne me dérange pas vraiment. Alors, à quoi ça vous fait penser? Lire, écrire, modifier. Il faut apprendre à lire avant d'écrire exactement. Et probablement, c'est Yann. Yann, c'est quoi le lien qu'on peut faire avec d'autres matières? Donc, c'est apprendre une nouvelle langue. Oui, Sonia, tout à fait. Hein? En fait, c'est que moi, je trouve que ça ressemble au processus d'écriture lorsqu'on enseigne les différents textes à l'étude. Par exemple, on commence à enseigner un texte informatif, un poème ou encore un texte d'opinion, mais par quoi qu'on commence? Ben, on lit, hein? On lit un, deux, trois textes. Puis, pour comprendre la structure, hein, comment le texte est vraiment orienté, bien, c'est vraiment facile de faire un lien avec les élèves. Puis c'est exactement ce que Solange elle a fait avec ses élèves. C'est qu'on développe nos habiletés en tant que lecteur. Mais en codage, en tant que lecteur en français, mais c'est la même chose en codage, en fin de compte. Lorsqu'on commence à coder, l'élève doit d'abord apprendre à lire des codes pour développer des habiletés en lecture. Comprendre c'est quoi le code qui est devant lui. En fait, c'est le contenu d'apprentissage C3.2 qu'on a vu tantôt. Alors, l'élève lit des codes. Puis ensuite, ben, il va apprendre à écrire des codes. Ben, il va utiliser un papier, un crayon. Il va utiliser son ordinateur pour écrire des codes branchés. Alors, ça, c'est le C3.1. L'élève écrit des codes débranchés et branchés. En fait, la façon que je les écris, ça devient aussi des commentaires de bulletin. Donc, moi, j'aime l'utile à l'agréable. Donc, aussi des commentaires de bulletin aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va modifier la structure de leur code. Okay? Donc, il a lu, il a écrit, on va les inviter, on va modéliser avec eux autres. Puis là, à ce moment-là, on va leur demander de faire des prédictions de leur changement. Et cette étape-là amène vraiment des belles conversations. Si vous voulez savoir, là, développer la communication orale, on peut le faire en français, mais on peut le faire aussi en mathématiques. C'est vraiment l'opportunité de savoir qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ont compris. Puis en même temps, ils se font une image mentale de qu'est-ce qu'ils sont en train de lire de leur code. Et si vous voulez savoir s'ils sont capables d'utiliser le vocabulaire, c'est à cet endroit-là aussi. Alors, c'est le C3.2 ici. L'élève modifie des codes. Alors, petite question pour vous.
Encore une fois, faites référence en français lorsqu'on enseigne les textes à l'étude. Est-ce que nous devons faire des prédictions seulement à ce moment-ci? Parce que dans le guide d'enseignement efficace, on le mentionne à cet endroit-là. Mais moi, je me suis posé la question, puis je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'on devrait faire des prédictions seulement quand l'élève modifie son code, selon vous? Non? Marie-Michel, non. À quel moment, à ce moment-là, qu'on devrait le faire? En fait, je vais vous donner la réponse, c'est qu'on le commence tout de suite quand ils lisent. Hein, on fait des prédictions tout de suite. C'est la même chose que quand on commence à lire un livre, hein, la page couverture, on va amener l'élève à dire, mais qu'est-ce qui va se passer? On commence à faire des prédictions, c'est la même chose en codage. On veut vraiment amener l'élève à développer son cerveau, à penser comme un robot. Parce qu'en programmation, sachez qu'il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou c'est gris, c'est oui ou c'est non. OK? Donc, ensuite, bien, l'élève va exécuter des codes, c'est le C3.2, C3.1, et finalement, eh bien, il va décrire l'effet des changements, hein, par rapport au début. Et c'est de cette façon-là que les habiletés de codage, il va développer ses habiletés en codage et il va commencer aussi à développer sa manière de penser et de réfléchir. Donc, depuis là, environ une trentaine de minutes que je parle, j'aimerais ça que vous puissiez maintenant vraiment prendre une petite pause, mais j'aimerais ça que vous me disiez, c'est quoi les grandes idées, les mots-clés que vous devez vous rappeler à ce stade-ci? Donc, je vais vous partager un document dans la boîte de clavardage, juste là. Et j'aimerais ça que vous puissiez le compléter. Je vais vous laisser comme quelques minutes. Je vais voir qu'est-ce qu'est-ce qui a attiré votre attention, tout simplement. Je vais aller voir. Puis je vais vous partager aussi la photo dans la boîte de clavardage. Ce que je dois me rappeler. Alors, tantôt, j'ai compris que vous pouvez faire un copier-coller ou encore vous avez le code QR que vous pouvez utiliser ici aussi. Ça va? Est-ce que ça fonctionne? Ah, lire et écrire et modifier des codes. L'apprentissage est un processus excellent. Je vais me départager, puis je vais vous montrer qu'est-ce que les réponses. Parce que je trouve ça vraiment important. Que vous puissiez voir qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire. Est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que vous écrivez? Voilà. Donc, lien à la littératie, tout est relié. Nouvelle langue à apprendre, évaluation diagnostic au préalable pour voir où on doit reculer jusqu'à où. Le codage est comme le processus d'écriture, prédire, lire. Commence à la base par lire et ensuite écrire chaque étape est important. Le codage est semblable au processus d'écriture. Le codage est moins... On va le descendre. View les résultats de cette façon-là, peut-être. Je suis dans mes premiers pas avec cette application-là. Alors, le codage est moins sorcier lorsqu'on reçoit de l'appui. J'aime beaucoup ça. Excellent. Le processus, le codage est comme le processus. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez continuer à écrire. Je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous participez? Qu'est-ce que vous écrivez? Merci beaucoup en passant pour votre participation. J'aime vraiment ça. Excellent. Donc, on va continuer. Maintenant, je voulais vous faire une imprime écran de qu'est-ce que vous avez écrit. Mhm. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Un petit thumbs up, oui. Oui, Marie-Michel, tu as la main levée. Est-ce que je peux... Tu as une question?
Non, désolée, je voulais dire que ça va. Ah, Désolée. OK! C'est bon, merci. Oui, c'est bien d'entendre ta voix. J'ai l'impression d'être moi toute seule. OK, donc on va passer vraiment dans le vif du sujet. OK? On va aller vraiment par où quand j'ai commencé avec Solange. J'ai pas beaucoup de temps, il me reste 45 minutes. Alors, c'est vraiment, on va voir comment créer un compte enseignant. Je ne sais pas si vous avez déjà un compte enseignant dans Scratch. On va voir comment créer une classe. Dans un deuxième temps aussi, je vais vous montrer c'est quoi un pseudocode et plusieurs activités que vous pourriez faire. OK? Donc, avant de commencer l'enseignement des habilités et des connaissances en codage, bien, pour moi, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un compte enseignant. Donc, vous avez ici le lien que vous pouvez faire. Vous devez compléter les informations, puis ça ne prend pas tellement long. Vous allez recevoir les accès pour créer votre compte. Et une fois que vous avez votre compte de créer, c'est que vous pouvez ajouter une classe. Donc, ici, vous avez plus nouvelle classe. Vous pouvez ajouter un titre et compléter les informations qui est demandé ou pas pour compléter votre classe. Et ensuite, vous ajoutez des élèves des élèves à votre classe, ce qui est super important. Moi, personnellement, c'est que j'utilise le fichier CSV pour générer plusieurs comptes en même temps parce que ça me permet de créer les noms d'utilisateurs et je réutilise les mots de passe des élèves, surtout pour les plus petits, puis même pour les plus vieux. J'avais des élèves de 7e, 8e année et c'est ça que je faisais en fin de compte. Ça permet, là, si vous avez des élèves, surtout au centre léger, les élèves, parfois au niveau de la mémoire, il y avait de la difficulté à retenir les mots de passe et les mots d'utilisateur. Alors, c'était moi qui les créais. Puis quand ils oubliaient, mais c'était beaucoup plus facile pour moi de leur donner les codes. Puis on peut faire l'impression du fichier. C'est comme un fichier Excel. Fait que je l'imprime, je le mets dans une pochette et je l'affiche dans ma salle de classe. Et par la suite, c'est que vous créez un studio ici. Donc, comme vous voyez, les studios, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est vraiment des espaces dédiés à des concepts spécifiques que vous souhaitez enseigner. Par exemple, les figures planes, les plans cartésiens. Vous avez un exemple ici d'un studio que j'ai créé, c'est les additions répétées. Vous pouvez ajouter des consignes aussi. Et de cette manière-là, c'est que vous pouvez suivre le progrès de vos élèves. Parce que l'élève, c'est que quand il va créer son code dans Scratch, c'est qu'il va l'enregistrer, puis il peut le partager directement dans le studio. Puis de cette façon-là, bien, en fin de compte, l'élève vous pouvez ajouter des commentaires pour que l'élève puisse cheminer tout simplement. Voyons voir maintenant qu'est-ce que ça dit. Je vous ai partagé le processus de codage tantôt. Alors, ici, c'est vraiment le document d'accompagnement que j'ai créé pour Solange. Je vais l'agrandir un petit peu. Vous voyez ici. Tout le monde le voit bien? C'est-tu suffisamment grand que ça va? En fait, c'est la création d'un compte d'enseignant et connexion à la plateforme avec les élèves. Vous avez l'étape 1 ici, comment créer votre classe, ajouter des élèves. Vous avez la description ici de qu'est-ce que vous devez faire. Créer des favoris parce que j'avais une demande auprès d'une enseignante. Est-ce qu'on peut créer une classe dans non. Puis, en fin de compte, Scratch Junior, c'est que vous devez avoir une tablette aussi. Je connais plus ou moins Scratch Junior. Peut-être que vous pouvez y avoir accès, mais moi, j'ai toujours passé par Scratch, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ce serait quelque chose que je devrais peut-être me renseigner, mais avec Scratch, c'est vraiment bien. Au niveau des favoris, et la dernière étape, c'est vraiment la connexion des élèves à la plateforme parce que c'est bien beau là, de créer notre classe, mettre nos élèves dans la classe, mais on doit amener les élèves. Alors, vous avez vraiment toutes les étapes pour vous connecter à Scratch. Alors, nous utilisons Scratch Junior. Et oui, excellent, Marie-Michel. Est-ce que vous êtes en mesure de faire une classe comme dans Scratch? Donc, c'est en quel niveau d'études vous êtes, Marie-Michel? Non, OK, c'est ce que je pensais aussi. Donc, vous devez être probablement en première année. Cinquième, sixième année? Oh, OK. Et vous pourriez transiger vraiment vers la plateforme Scratch avec vos plus vieux, là. Vraiment, là, les codes sont différents, puis il y a beaucoup plus de versatilité au niveau de la plateforme Scratch.
Vous avez ici toutes les informations pour essayer de pouvoir créer votre compte tout simplement. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun? Si j'ai le temps tantôt, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur de la plateforme. Et voilà. Si on continue, l'importance du pseudocode, en fait, est-ce que vous connaissez le pseudocode? Est-ce que vous savez c'est quoi un pseudocode? Rapidement, comme ça, est-ce que vous savez c'est quoi un pseudocode? Oui? Lisette, elle me dit oui, 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 non. OK, parfait. Magali, non. Je vais vous le présenter. En fin de compte, là, c'est que excellent. En fait, c'est qu'on va utiliser des mots à l'oral. OK? Donc, on va utiliser un vocabulaire familier, un vocabulaire que les élèves connaissent. OK? Puis le tout est vraiment organisé comme une séquence de code que l'ordinateur pourrait suivre. C'est ce qu'on appelle un pseudocode. En fait, c'est un faux codage. On connaît les pseudomots. On dit que c'est des faux mots, mais c'est la même chose. En fait, c'est que lorsqu'on code à l'aide de directives ou d'instructions à l'oral, c'est qu'on dit que ce sont des activités débranchées parce qu'on n'utilise pas d'ordinateur pour coder, puis on n'utilise pas de programmation. Et en codage, on commence toujours par un bloc qui est nommé événement. Puis sur ce bloc, on peut lire le mot quand. Et si on regarde ici à votre gauche, l'exemple que je vous ai mis, sur la première ligne, c'est écrit quand je te dis go. Et on voit le mot quand, on voit le mot go. Puis ensuite, on pourrait ajouter une série de directives, là, comme en fonction de ce que vous êtes en train d'enseigner. Et lorsque vous allez dire go, les élèves vont s'exécuter. OK? Et si on prend l'exemple à votre droite, c'est un exemple vraiment que j'ai utilisé, séquence d'instruction. J'ai vraiment utilisé les exemples qu'il y avait dans le guide d'enseignement et j'ai vraiment modifié, j'en ai créé d'autres aussi. Alors, quand vous lisez ceci, selon vous, à quel moment qu'on pourrait l'utiliser à l'école, tout simplement, ou dans votre classe? Quand est-ce qu'on pourrait utiliser ce pseudocode-là? Quand je te dis go, position debout, avancer 3 pas vers l'avant, sauter une fois, avancer de 3 pas vers l'avant. APQ? Oui, on pourrait l'utiliser par APQ. Vous voulez faire bouger vos élèves? Écoutez, c'est vraiment translation en mathématiques. Oui, Rachel, oui, c'est une excellente bonne question. En fin de compte, là, c'est que vous pouvez l'utiliser tout au long de la journée, peu importe le sujet que vous êtes en train d'enseigner, OK? Vous pouvez l'utiliser pour les transitions. Sans l'espace, vous aviez Marie-Michel, oui. Sans l'espace, oui, un très beau lien avec le curriculum de mathématiques. Puis là, on est en début d'année scolaire. Ça commence, moi, je commence la semaine prochaine. Il y en a d'autres qui commencent le 26. Il y en a qui commencent un peu plus tard. Mais vous pourriez instaurer vos routines de classe avec des pseudocodes. Vous pourriez, je vais vous montrer comment faire tantôt, vous pourriez écrire une liste de directives au tableau. Vous n'avez pas le temps d'écrire quelque chose à l'ordinateur, mais écrivez une liste de directives au tableau. Vous pouvez ajouter des petits dessins. Si vous êtes en première, deuxième année, vous pouvez ajouter des petits dessins pour adapter l'activité. Vous ajoutez le quand, le go, puis je vous assure que les enfants vont s'amuser. Solange me partageait des vidéos de ses élèves en train de s'exécuter dans la salle de classe. Je ne peux pas vous partager les vidéos parce que ça ne m'appartient pas. Mais vraiment, l'objectif, c'est de coder pour apprendre. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai créé pour la recherche-action. Encore une fois, vous avez accès à tout ça. Alors, partie 2, pseudocode, je vais l'agrandir pour les besoins de la cause, pour que vous puissiez suivre et voir. Le document de référence est fait toujours de la même façon. Donc, vous avez la partie, l'objectif, présentation du pseudocode, invitation à la lecture. Donc, vous avez vraiment le questionnement. Tantôt, je vous parlais beaucoup la rétroaction par questionnement. Vous avez les questions que j'ai utilisées dans le document d'accompagnement. J'ai utilisé beaucoup les questions qu'il y avait dans le guide d'enseignement efficace. Donc, puis j'en ai créé d'autres aussi. Création d'un référentiel. Solange, dans la prochaine entrevue, va vous montrer ce qu'elle a créé avec ses élèves. On exécute.
On a aussi la partie 2, pratique délibérée, une pratique à fort impact. On avait ici une proposition d'activité. Les activités débranchées, OK, je vous propose différentes activités débranchées que vous pouvez faire avec vos élèves. Il y a aussi un défi de construction. À l'activité 6, je vous avoue que c'est peut-être plus au niveau de deuxième année, mais vous pouvez l'adapter sans aucun problème. Vous avez d'autres activités pour la première année ici aussi. Il y a une partie évaluation parce qu'on s'était dit, bien, avant de continuer, c'était important que de savoir si les élèves comprenaient c'était quoi un pseudocode. Donc, vous avez l'option 1, c'est Solange. Donc, tantôt, je vous ai dit que Solange, elle avait vraiment participé, elle avait osé créer des tâches, des grilles d'évaluation. Alors, c'est vraiment elle qui l'a fait. Il y a aussi ici la deuxième tâche, c'est moi qui l'ai fait. Elle est un petit peu plus complexe, mais vous pouvez, écoutez, adaptez-le selon vos élèves. On a créé pour l'occasion un certificat pour conclure l'étape du pseudocode. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une activité que j'ai faite. Alors, on va prendre l'activité numéro 1. Alors, c'est une activité toujours clé en main. Solange, bien, en fin de compte, elle avait juste à l'imprimer. Puis, alors, vous avez les événements séquentiels ici. On a ressorti le domaine sens de l'espace. On a parlé, vous m'avez dit tantôt translation en maths, sens de l'espace. Marie-Michel, hein? Voilà. Donc, tu avais tout à fait raison. Vous avez les habilités ici, encodage que vous pouvez voir, lire et modifier. Donc, la première consigne, lis le pseudocode. OK? Relis le pseudocode et encercle ou souligne les mots dans chaque ligne. Par exemple, les verbes en vert, les directions en rouge, les chiffres en bleu. En fait, c'est qu'ici, on est en début d'année. Ce serait vraiment une belle opportunité pour savoir, maintenant avec les plus petits, même encore avec les plus vieux, là, mes élèves au centre Jules Léger avaient de la difficulté avec les directions, puis avec les chiffres et les nombres. Donc, ça serait vraiment une belle opportunité pour vous en début d'année de savoir, mais est-ce qu'ils connaissent leurs directions? Est-ce qu'ils connaissent leurs chiffres, leurs nombres? Les verbes, bien, est-ce qu'ils savent c'est quoi un verbe? Puis à ce moment-là, vous pourriez vous créer un référentiel et pourrez réutiliser ces verbes-là dans d'autres contextes d'apprentissage. Les élèves vont prédire, hein, nos conversations sont juste ici. Modifie le pseudocode. En fin de compte, vous pourriez le faire en grand groupe. Hein, on le modélise, on veut voir comment on fait pour modifier le pseudocode. On prédit les changements. Et dans un deuxième temps, Solange, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris cette activité-là et elle l'a fait en diable. Alors, les élèves ont été amenés par la suite à apprendre à modifier un code. Vous avez vraiment différentes activités là, que vous pouvez voir. Il y en a jusqu'à 7, si je ne me trompe pas. Différents. Vous pouvez travailler aussi ici, tourner de 90 degrés avec, ben, vous pourriez voir les degrés, vous pourriez voir un quart de cours, un quart de tour, un demi-tour, et ainsi de suite. Alors, c'est à ça que ça ressemble vraiment, le pseudocode. Est-ce que ça va venir à date? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ça va? Je vais continuer parce que ça file le temps, vraiment. Donc, ici, je vous ai parlé là, des ressources. J'ai voulu savoir c'était quoi l'impact, en fin de compte, du document que moi j'avais préparé. Et je vais vous montrer, je vais vous partager la vidéo, hein, l'impact des ressources. Elle dure environ 3 minutes. Je vous la partage tout de suite là, dans la boîte de clavardage. Puis, Solange, je vous explique l'impact des ressources. Si vous avez terminé, revenez, puis écrivez-moi qu'est-ce que vous avez remarqué. C'est quoi vos impressions? Donc, il est 10 heures, 10h03, on revient. Ça va? Dites-moi si la ressource, le lien fonctionne. Oui, merci Vincent. Merci Fatima.
N'oubliez pas, quand vous avez fini de l'écouter, là, écrivez-moi votre impression dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît. Alors, vous devriez être sur le point d'avoir terminé de regarder, la vidéo. Juste m'indiquer si vous êtes de retour, s'il vous plaît. De retour, merci Rachel. Quelles sont tes impressions de la vidéo? Que tout le monde est de retour, on va continuer parce que le temps file. Alors, si Rachel est de retour, le projet semble intense pour des petits, mais c'est évidemment possible, oui. C'est possible. Impression, j'ai hâte de m'essayer, excellent. Je suis contente. Rachel, si tu as besoin d'aide ou autre, je peux sûrement essayer de t'aider. On voit l'évolution de l'apprentissage et l'investissement de ce qu'ils ont appris. Oui, Sylvie, je suis d'accord avec toi. Alors, on va continuer. Merci beaucoup de partager dans la boîte de clavardage vos impressions. Ça m'aide vraiment. J'ai l'impression que les élèves s'entreprennent avec des actions concrètes. Bon exemple d'innovation. Martine, non. Oui, merci. Oui. Excellent. Donc, on y va. Donc, j'avais préparé une activité, un témoignage vivant de ce qu'on peut faire concrètement avec nos élèves. Oui, Magali, tu as raison. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Je veux vous partager qu'est-ce que j'ai fait là, avec ma recherche-action. Puis, je suis toujours là, si vous avez besoin, vous décidez de vous lancer là, dès septembre, dites-le moi, je vais. C'est pour ça que je vous ai donné mon adresse courriel personnelle. Ça va être plus facile pour moi. J'avais préparé des tâches, mais étant donné que le temps file vraiment beaucoup, donc j'avais demandé je voulais faire avec vous, prendre un temps, 5 minutes pour créer un compte enseignant dans Scratch, faire la demande d'accès. Je voulais que vous preniez du temps aussi pour explorer la partie 2. Et je voulais aussi que vous écriviez un pseudocode simple pour une tâche quotidienne pour la rentrée scolaire. Écoutez, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais préparé parce que j'étais quand même contente de le faire. En fait, puis en même temps, vous allez avoir le gabarit si vous voulez le faire. Tantôt, je vous ai expliqué que c'était possible de commencer l'année scolaire avec instaurer nos routines, hein, alors,
Voici un exemple que j'avais écrit pour vous ce matin. Alors, une activité d'exploration en écriture d'un pseudocode simple pour une tâche quotidienne. Alors, tout simplement, hein, vous pouvez vous en inspirer là, avec vos tout petits, puis même avec les plus grands. Là, moi, je l'ai déjà fait dans le passé, c'est vraiment bien. Quand je t'ai dit go, position, se lever de sa chaise, pousser sa chaise doucement, marcher jusqu'à ta place dans le rang, attendre en silence, avancer au signal de ton enseignant. Les élèves ont la chance de faire et défaire jusqu'à la réussite. Ce n'est pas forcément linéaire. Oui, c'est vrai. Donc, non, ce n'est pas linéaire. On veut qu'ils apprennent. Hein, on apprend de nos erreurs. Alors, c'est un exemple vraiment d'une tâche que vous pourriez instaurer. Là. Moi, c'est comme la transition, en fin de compte. Et si on retourne ici là, dans mon Padlet que je voulais que vous fassiez, tout simplement, c'est que vous puissiez repartir avec en fin de compte, des pseudocodes. Mais là, le temps file trop, j'aurai pas le temps de le faire. Mais si vous avez le goût d'en ajouter ou de me les partager, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, si on continue, je vais continuer malheureusement, parce que je veux vraiment faire un survol des événements séquentiels. Est-ce possible d'ajouter une image à côté de chaque consigne du pseudocode? Ajouter une image à côté de chaque consigne du... Oui, 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 oui. Chaque consigne, si vous voulez dire à chacune des lignes, par exemple, pousse ta chaise. Oui, 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 certainement, Rachel. C'est la raison pour laquelle je l'avais mentionné. Oui, exact, oui. Parce qu'on veut que l'élève puisse, il ne sait pas lire. Mais oui, vous pouvez écrire une phrase, puis vous voyez, c'est vraiment des consignes, mettre la chaise. Puis à ce moment-là, bien, vous pourriez créer vos routines de classe avec des pseudocodes, ça se travaille durant tout le long de l'année, là, en première année, là, on instaure. Alors, c'est ce que je vais vous présenter, c'est les événements séquentiels. Alors, les événements séquentiels, comme le mot veut le dire, hein, c'est qu'on va faire les choses les unes après les autres, comme on a vu dans les pseudocodes tantôt. On a le bloc événement ici qui nous indique qu'on commence notre bloc. Et ensuite, il y a les blocs de mouvement qui déterminent l'ordre des instructions qui sont juste ici. Et moi, je leur fais créer un projet dans Scratch où on leur lutin devant les rotations et translations. Oui, Marie-Michel, s'il voit un drapeau, oui. C'est un très beau projet. En fait, c'est que pour les premières années, moi, j'utilise code.org en fin de compte. C'est vraiment une très belle application que vous pouvez utiliser pour travailler les événements séquentiels. Vous pouvez aller jusqu'à la 3e année facilement. On a Scratch Junior, mais vous devez avoir une tablette, malheureusement. Je vais explorer le pseudocode et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu, le code.org, parce que c'est vraiment intéressant. Nous, on va utiliser programmer avec Angry Bird la leçon numéro 2. On ne verra pas. Voilà. Donc, c'est un jeu avec Angry Bird. Vous pourriez travailler, compter par bons, tout simplement. Donc, demander à l'élève combien de bons je dois me rendre pour atteindre le petit cochon. Alors, on compte 1, 2, 3. Et vous voyez-vous, là, vous pouvez travailler en début d'année les directions nord, sud, est, ouest si vos enfants, les élèves sont en 2e année, ou encore en haut, en bas, à droite ou à gauche. Et à ce moment-là, on fait juste glisser les blocs en dessous. Et là, à ce moment-là, une fois on lit, on peut faire des prédictions et on démarre. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient d'écrire 3 lignes. On peut afficher le code pour voir c'est quoi le langage de programmation avec JavaScript. Vous voyez, c'est toujours écrit en anglais, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous montrer, je vous ai parlé de rendre les codes de plus en plus efficaces. Alors, c'est vraiment le 3 lignes ici. 1, 2, 3 lignes et on va se projeter en 3e année. En 3e année, c'est les événements qui sont répétitifs. On travaille avec la boucle. On va inviter, durant tout le long, là, on demande aux élèves, est-ce que tu vois des répétitions? Et ici, on voit bien qu'il y a 3 répétitions. Hein. On descend 3 fois. On descend 3 fois vers le sud par en bas. Et pour éviter la répétition, pour rendre notre code plus efficace, on va utiliser la boucle qui est ici. La boucle ressemble beaucoup à la même chose avec Scratch.
Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réinitialiser, OK? On va enlever ces 3 blocs ici. On va ajouter notre bloc, la boucle, et on va venir imbriquer ici. En fin de compte, ça le dit, hein, répéter 3 fois. Hein? On a fait 3 bonds. On insère à l'intérieur et on fait jouer. Et là, avec les élèves de Solange, c'est que ces élèves étaient rendus tellement bons à la fin, c'est qu'ils étaient capables, même si je faisais des erreurs, puis je faisais exprès pour ajouter des lignes, ils disaient tout le temps, oh, Madame Marilyn, elle s'est trompée, elle n'était pas efficace. Moi, je suis capable de modifier les lignes. Alors, vous voyez, on écrit 2 lignes au lieu de 3. C'est ça qu'on veut. On veut amener l'élève à voir comment faire pour rendre nos codes de plus en plus efficaces. Donc, oui, donc en première année, vous pouvez utiliser code.org oui, au lieu de Scratch. Tu peux aussi le faire avec les Bluebots. Oui, moi, j'adore les Bluebots. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on revient ici, en deuxième année, on parle des événements simultanés. OK, je vais vous présenter les documents par la suite. En deuxième année, c'est les événements simultanés. Voyez-vous, vous avez encore le pseudocode. On commence toujours par le pseudocode. Ça veut dire que les simultanés, c'est quand plusieurs événements se produisent en même temps. OK? Pour susciter encore une conversation, hein, on va le lire, on va leur dire, ben, qu'est-ce que tu penses qui va arriver ici quand on lit le pseudocode? Hein, on va le lire. Comment tu le sais? Utilise tes propres mots pour me dire qu'est-ce qu'il va. On veut qu'il utilise le langage familier. Fait que là, à ce moment-là, ben, un élève pourrait dire, moi, madame, je sais, je connais la réponse. Fait que là, à ce moment-là, il pourrait dire, bien, je vois 2 blocs événements. Alors, vous allez voir un petit peu plus loin, c'est que j'utilise beaucoup événements, puis j'ajoute la couleur parce que Solange, elle voulait apprendre la couleur des blocs. Elle voulait savoir, tu sais, ben, maintenant, un bloc événement, c'est quelle couleur, puis de cette était très visuelle. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à ajouter les catégories à côté. Fait que là, l'élève pourra dire, ben, je vois qu'il y a deux événements, OK? Donc, quand le drapeau est cliqué, quand le drapeau vert est cliqué, je vois 2 événements pareils. Alors, je sais que quand je vais cliquer sur le bouton vert, bien, il va y avoir une phrase qui va apparaître. Puis, en même temps, dans le deuxième événement, bien, ça va jouer un son. OK? Donc, c'est vraiment ça. On veut susciter des conversations, puis, comme je vous mentionnais tantôt, hein, c'est toujours prédire le résultat à l'aide du questionnement. Et on fait le contenu d'apprentissage C3.2. Je vais continuer pour troisième. Donc, Sonia mentionne que les élèves ont accès à Scratch Junior sur leur Chromebook et le travail est enregistré automatiquement. Au CCE, en tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une tablette. Ah, mais c'est super intéressant parce que moi, j'avais compris que peut-être le Chromebook est différent que notre ordinateur. C'est un excellent outil pour les élèves de première année qui ne lisent pas encore. Il y a aussi une version web. Oui, c'est ça, c'est qu'avec le code .org, je ne vous l'ai pas montré, là, mais en haut, il y a la possibilité de lire les consignes. Donc, en haut à droite, je vais vous le montrer lorsque je vais quitter tantôt je vais vous le montrer. Il y a une version numérique, oui, excellent. Donc, si on continue au niveau des événements répétitifs, la boucle de la troisième année, encore une fois, on utilise notre pseudocode, hein, notre fameux pseudocode. Et ici, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Je vais faire une analogie, vous allez comprendre. Comme les livres sont à la lecture, j'ai découvert que la boucle est à la multiplication. C'est que les événements répétitifs, comme on a vu tantôt avec code.org, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes puis développer la pensée multiplicative. Fait que le rôle de la boucle, c'est vraiment de nommer des répétitions puis de simplifier le code, comme vous pouvez voir ici tout simplement. Alors, ici, on voit bien, hein, répéter 4 fois, avancer de 60 pas puis créer un clone de moi-même. Alors, vous avez ici le pseudocode, vous avez le code qu'on pourrait voir, le code branché là, dans Scratch. Et en fin de compte, c'est qu'on va insérer la répétition du code à l'intérieur de la boucle. D'accord. Je vais vous montrer maintenant, je vais aller ici.
c'est quoi le fichier en fin de compte. Je vais retourner je vous ai aux événements. Oups! Fermez vos yeux parce que ça va défiler. Les événements séquentiels, voilà. Juste ici. Donc, vous avez les événements séquentiels de la première année. Je vais passer rapidement à la révision du pseudocode. Avec les élèves de Solange, c'est qu'on a ajouté des nouveaux blocs, stylo et attendre, que vous pouvez voir. Puis, je veux juste vous mentionner, c'est qu'on travaillait toujours avec les mêmes codes. On commençait par parce qu'elle, elle faisait la révision des figures planes. Donc, on travaillait beaucoup avec le carré. Donc, on est parti avec les événements séquentiels, le carré. Et par la suite, on a réutilisé le carré pour ajouter des événements simultanés et on a encore utilisé le carré pour pouvoir travailler la boucle parce que dans le carré, il y a des événements qui sont répétitifs et à ce moment-là, les élèves ont pu vraiment découvrir les événements répétitifs. Le temps file. Utilisation des blocs dans Scratch. Vous voyez, là, c'est vraiment aussi comment je lui montre comment enregistrer le programme dans Scratch, comment le partager dans le studio aussi. Il y a différentes activités que je propose. Comme je vous disais ici, jour 4, c'était vraiment de modifier le carré que je vous parlais tantôt et comment faire un rectangle, comment le modifier. Alors, il y a eu vraiment de belles discussions. Et encore une fois, il le faisait au pseudocode. Après ça, il passait à la plateforme Scratch. Ensuite, les événements séquentiels et simultanés, la même chose. Donc, introduction des événements simultanés. Discussion, c'est quoi les différences entre un événement simultané et séquentiel? Aussi, on continue la même chose. Donc, vous voyez, on a utilisé encore ici, c'est le carré et on a ajouté les événements, un événement simultané. C'était simplement pour intégrer des nouveaux codes. Ensuite, il y a les bonnes manières de Pico. L'exercice 3, pour introduire les dialogues. Vous avez vu aussi dans la vidéo de Solange comment elle a intégré l'écriture créative. Son petit récit, là, c'est ici. Vous avez plein de démos pour dire. Donc, c'est des référentiels que moi, j'ai créés en salle de classe. Vous avez des gabarits aussi. Vous avez aussi un exemple de la courbe du schéma narratif. Donc, qu'est-ce que moi j'ai utilisé en salle de classe? Je vous ai partagé mes référentiels. Par la suite, comment écrire un programme? Vous avez différentes activités. J'aimerais ça aussi attirer votre attention, c'est vraiment les événements répétitifs. Je vous ai parlé l'analogie que la boucle est à la multiplication. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Encore une fois, des activités pratiques avec la pomme. Encore une fois, le mur de mots que je vous parlais. Et ainsi de suite. Et à la toute fin, qu'est-ce qu'on a fait? J'essaie de ne pas trop descendre trop vite. Il y a eu des exercices pratiques et de la révision. J'ai mis aussi des corrigés au fur et à mesure que j'y allais. Je me suis peaufinée dans la rédaction de mes documents. Il y a eu des évaluations sommatives. Donc, on a créé une évaluation sommative avec une grille d'évaluation. On a proposé aussi une réflexion et il y a eu la remise d'un certificat pour les événements séquentiels, simultanés et j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à créer un référentiel parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire au niveau de la multiplication. C'est vraiment une activité que les élèves ont adorée dans la classe de Solange. Je vais l'agrandir. Tu sais, quand on dit que les élèves développent leur pensée, puis à penser différemment, puis à argumenter dans le sens de dire, bien, OK, c'est bien, mais pour d'améliorer les choses, c'est un exemple où les élèves ont fait une activité. Alors, je vais vous le montrer. Alors, écrire des pseudocodes utilisant la multiplication comme une addition répétée du même nombre. Alors, ici, l'exemple, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais? C'est que je voulais vraiment faire un lien avec la multiplication. Donc, les élèves, ils ont vu, ben, j'ai 4 groupes de 1 et ils devaient utiliser répéter. Répéter 4 fois le chiffre 1 qui me fait 4 fois 1. Alors, les élèves,
ont été amenés à repérer, à travailler avec l'addition répétée, la multiplication. C'est vraiment l'activité de base, leur pensée créative et critique et créative. Oui, ils l'ont vraiment. Et puis, c'était les élèves de deuxième et de troisième année, là. Imaginez ce que vous pouvez faire avec les cinquième et sixième années. Et les élèves ont complété cette activité-là. Puis par la suite, bien là, je leur demandais de faire l'inverse. Puis moi, j'avais ici fait juste une case. Je me suis dit, bien, ils vont juste m'écrire l'addition répétée. Puis là, finalement, bien, leur argument, ils ont dit, bien, pourquoi qu'on ne peut pas faire la même chose? C'est à droite, d'écrire, de réécrire, répéter, puis tout ça parce qu'ils disaient que c'était important de le faire. Donc, ils ont justifié l'importance d'ajouter une autre case. Alors, tu sais, Marie-Michel, tu sais, leur pensée critique et créative, ben, c'est ça. Fait que j'ai modifié le fichier en fonction de leurs besoins à eux, tout simplement. Donc, c'est vraiment une belle activité. Elle l'a utilisée, elle l'a imprimée de cette façon-là parce que c'était des clés en main, tout simplement. Et donc, vous avez, si je prends l'exercice 2, bien, c'est la même chose aussi. Je vais l'agrandir ici. J'ai essayé d'être explicite. Encore une fois, c'est un exercice clé en main. Changez-le, modifiez-le en fonction de qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner, dans votre style d'enseignement aussi. Donc, hein, on y va, on lit avec ton partenaire, encercle et numérote la série d'instructions qui se répètent, modifie et écrit le pseudocode en utilisant la boucle. Que remarques-tu après avoir modifié? Alors, vous voyez, là, c'était vraiment ça ici qu'il devait faire. Puis je pense qu'à la toute fin, je l'ai corrigé. Je vous ai mis un corrigé. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut que l'élève puisse faire. Alors, c'est qu'il puisse repérer les événements qui se répètent à l'intérieur et d'aller créer la boucle avec le pseudocode. Et par la suite, ils vont aller dans Scratch. Alors, le temps file encore, donc on continue. Alors maintenant, ça tire à la fin. Maintenant, j'ai fait une entrevue avec Solange et je lui ai demandé, mais c'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais partager à des enseignants qui commencent leur enseignement en codage? Puis, comment ça peut être appliqué dans une salle de classe? Alors, je vous partage la vidéo. Juste ici. Ça dure environ 2 minutes. Alors, dites-moi si vous l'avez et à votre retour, dites-moi. Oui, excellent, merci. Juste me mentionner quand vous êtes de retour, s'il vous plaît. Pas très bonne à matin. Merci, Eric. Parfait. Dites-moi lorsque vous êtes de retour, hein. Encore 1 minute.
4 minutes, merci. Oui, je sais. Attends, Phil. Je crois que j'ai la confiance pour commencer, mais je crois que la mise en pratique dans une classe va aider davantage. Oui, excellent. Je me sens un peu plus à l'aise à prendre par l'expérience. Excellent. Je vous ai mis un autre petit travail, là. Qu'est-ce que vous avez appris parce qu'il reste comme 3 minutes? J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai partagé ce matin. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, simplement pour vous mentionner, donc, je vous ai partagé ce que j'ai appris parce que le temps file, j'ai pas suffisamment de temps de, de prendre le temps, mais je vais les partager dans la boîte de clavardage. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir le compléter, puis je vais vous partager la photo. Par la suite, les résultats d'apprentissage pour aujourd'hui, ben, je voulais développer un petit peu plus votre confiance pour l'enseignement du codage. Je voulais vous montrer c'est quoi un pseudocode, c'est quoi les événements du codage de la première à la troisième année. Je voulais aussi vous montrer que ben, l'apprentissage, c'est possible de la rendre plus interactive, plus stimulant grâce aux ressources. J'aurais voulu avoir encore plus de temps pour prendre mon temps pour vous montrer les ressources et tout ça, mais sachez que je suis là. Si vous avez des questions, bien, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, Florine a dit, je pense que le guide va encore mieux m'accompagner. Je me sens plus à l'aise. Oui, je me sens mieux outillée pour planifier et guider mes élèves. Excellent, je suis vraiment contente. Contente d'avoir pu partager mes ressources avec vous. C'était le but. En fin de compte, je vous ai partagé aussi un sondage que M. Louis va vouloir que vous complétiez dans la boîte de clavardage. Je vais le replacer. Vous devez le compléter. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi une page de ressources, le questionnaire de satisfaction qui est juste ici. OK. Oh, excellent, Marie-Michel. Revoir les pseudocodes. Oui. C'est super important. Il y en a plein aussi dans le document là, que je vous ai partagé. Des ressources. Vous avez aussi ma recherche action. Vous avez aussi des liens de codage pour ceux qui sont en 5e et 6e année que j'ai créés. Donc, vous avez des codages avec Scratch de la première jusqu'à la 6e année, plan cartésien et tout. Donc, j'espère sur ça que vous avez eu du plaisir et tout. Donc, une belle rencontre. Merci. Le guide et les ressources sont super appréciés aussi. Je suis vraiment contente, Déborah. Voilà. Ben, alors, ben, écoutez, moi, je vais prendre le micro. Marilyn, je désire te remercier pour cette excellente formation. Je pense que tu nous as donné le goût de regarder le guide, de l'utiliser, etc. Tu as partagé plein de ressources. Finalement, de faire du code avec nos élèves. Donc, c'était ça l'intention. Puis, Mhm. bravo. J'arrête l'enregistrement et je reviens.